webinaire. J'ai fait un nouvel essai, il dit que ça marche. Alors ensuite, bon, pour l'instant, il y a 3 participants. j'ai fait Hervé. du webinaire. Salut Hervé, tu m'entends? Merci Yves pour la proposition, malheureusement. Donc, allô, allô, bonjour. Ouais, bonjour. Hervé, tu te souviens à quelle date était le mail, tu sais, envoyé aux panélistes? Oui, le 25 novembre 25. à 17. Attends, Michel Fédou nous l'a rappelé tout à l'heure. Je ne pas. C'était. Et il venait d'où ce mail? Il venait de noreply@zoom.us, 25 novembre à 16h57. Alors, fais no reply. Pourquoi il ne réagit pas, ce con? Il répond pas à mon truc. C'est pas normal. No reply. Non, mais je vais le trouver autrement. Là. Le 25 Dans novembre. une réponse d'Eric, par exemple, SSPPV, non. Le mail, c'est Yves Coué. Bonjour. Ah, c'est Yves Coué? Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Bonjour Michel. Non, mais il vient de no reply. Il ne marche pas bien mon truc en ce moment. On ne peut pas être ensemble sur ça, tout simplement. Le seul truc, on peut, mais là, tu vois, je te le renvoie, Maurice. À quelle adresse mail je peux t'envoyer le lien? À mon mail, à moi, Maurice Joyeux. Alors attends, je te renvoie. Non, mais c'est un autre problème, c'est l'ordi qui ne répond pas. Là. Le lien nous a été donné. Le lien nous a été donné le 25 novembre à 16h57. Oui, tout à fait. Je viens, Michel, de le renvoyer à Maurice. C'est peut-être qu'il y a des interférences. Bon, dans ce cas-là, on va comme. Non, c'est pas des interférences, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de. Ouais, on a encore 7 minutes, donc. Ah, ça y est, il a ouvert. Ça y est, il me l'a envoyé. Merci. Attends, on va y arriver. Pas de stress. Enfin, s'il veut bien ouvrir maintenant. En fait, c'est parce qu'il rame ton truc. Ouais, il rame. Je ne sais pas pourquoi il rame. Alors, voilà. C'est où son truc? Ah oui, là. Cliquez ici pour participer. Parce qu'en fait, je voulais que Maurice soit indépendant, comme ça, moi, je peux lire les questions. Sinon, tu ne peux pas les lire autrement. Bah, sinon, peut-être que je pourrais les lire quand même. Ouais, mais... il rame. J'arrive pas. Ouais. Ok. Bon, ne nous énervons pas, on arrête ça. Il vaut mieux, je crois. Hein. Ouais, on va arrêter ça. Ouais. Donc, on va se reconfigurer sur la caméra. Il y a déjà 9 participants, vous avez vu. Hein. Pardon? Il y a déjà 9 participants. Oui, ça va arriver. Mais... Oui. Bon, par contre, tu allumes la... Ouais. La donne. Je vois rien. Tu vois rien? Non. Ah, je te vois, Maurice. Oui, oui. Tu as un morceau là, oui. Oui, je te vois même. Bonjour. Salut. On essaie de faire ça en duo avec Yves parce qu'on a des problèmes techniques. Bonjour Maurice. Bonjour. Bon, je vais me déconnecter, me reconnecter. Tu as vu là? D'accord. Voilà, c'est bon Yves, c'est bon. On vous voit tous les deux. Oui, là, ça y est. Mais ça va être mieux, Attends, je me déconnecte, on revient dans un instant. D'accord. Comme tu es l'organisateur, ça va pas nous déconnecter. Non.
Ouais, non. Ouais, ça va. Ouais. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, tant pis. Tant pis, on est bien là. Allez, l'ICAM. On est correct, ça va? Ça va Vous nous voyez? Vous nous voyez? Ah, Oui, très oui, bien. on vous voit très bien. Ça va, Bon. d'accord. Vous entendez là? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de Théodoros? Ah, j'en ai pas, moi. Bon. Ça serait peut-être bien de lui donner un petit coup de fil. J'ai pas mon téléphone avec moi. Tu en as un téléphone, Hervé? Ouais, mais je n'ai même pas son numéro. Zut. Il est en bas, mon téléphone. Non, ben, on va pas y arriver là. C'est trop serré. On va demander à Cécile de le faire, peut-être. Ah oui, J'avais vérifié qu'il avait bien reçu ce fameux lien là. il est décalé d'une heure, lui. Hein. Ouais, mais enfin, il a dû faire la traduction Normalement, quand même. normalement, il sera là. Il avait dit, mais bon. Bon, écoute. Tu dis à Cécile, oui, ça peut être bien qu'elle l'appelle. Ah, mais je ne sais pas comment on fait pour converser. Bon, je vais lui mettre un mail. Si tu cliques sur converser, ça marche. Oui, mais je vois et tous les conférenciers, donc j'ai pas envie de risquer d'interférer avec tout le monde. Mais Yves, tous les gens qui se connectent là nous entendent. Je pense. Oui. Alors bonjour à tous. De bêtises. Il y a déjà 14 personnes. Hein. Il y a 18 participants là. Oui, c'est ça. Donc Non. 14 spectateurs. Marie, Mais selon la police, on est 18 et selon les. Et eux, ils ne peuvent pas intervenir. Hein. En image, non. comme en. Non. C'est uniquement du son. Oui. D'accord. Tu nous présentes au début, c'est ça? Oui, enfin, très rapidement. Puis après, j'ai la parole à Eric. D'accord. Et tu donnes la règle du jeu. Oui. et bon. Si on veut que ça Il rentre. devrait peut-être faire un test, Yves, pour savoir si les personnes, entre guillemets, spectateurs, je n'aime pas trop ce mot-là, nous entendent. Oui. Ah, Cécile nous dit qu'elle est en ligne avec Théodoros. Ah, bah, très bien. Oui, donc ils nous entendent. Ils nous entendent, ça c'est sûr. On démarre dans. Tu laisses venir un peu les gens, non? Oui, on démarre dans. C'est parce que c'est l'heure, là. Non, c'est pas encore l'heure. Je n'ai pas l'heure exacte. Bah, il est 28. 28. On peut faire une petite chanson. Ouais, mais j'ai la guitare, là, je peux. Et tant que tout Il le n'y a monde. pas Laurent. Ce serait bien qu'un des spectateurs nous envoie un petit message pour confirmer qu'ils nous entendent. Bah, c'est fait, là, ils envoient. D'accord. Si tu veux voir les messages, Eric, tu regardes sur Ah ta oui, date et tu verras. d'accord. Je prendrai pour la prière la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul, aux Thessaloniciens, D'accord. qui nous invite à ne pas contrister l'esprit. Très bien. On a un bon programme. Nous, on ne le voit pas, Théodoros. Ah, il est en image, tu crois déjà? Ben, c'est ce que dit Cécile, mais moi, donc, il a dû se connecter, Théodoros, il a dû se connecter en tant que participant. Il faut qu'il se connecte en tant que panéliste. Cécile, si tu peux lui passer le message. Moi, je suis là, comme ça. Parfait.
Tiens, Bénédicte. Salut Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Voilà. J'ai mis le micro. Théodoros nous entend. Bonjour à tous. Oui, mais parce qu'il est connecté, Entendre. malheureusement, en tant que participant lambda. Il nous voit. Bon. Et donc pas panéliste. Il faudrait qu'il se connecte en tant que panéliste. Il faudrait peut-être lui... Eric, est-ce que tu peux lui renvoyer Encore comme ça. le lien? D'accord. Je pense que c'est le même. Ouais. Je m'en occupe. Tu peux- Théodoros, je t'ai renvoyé le lien. Salut à toi d'abord. Pour te connecter au bon endroit. Kalispera, il faut dire. Tu l'enregistres, tout ça? Ce qu'on fait là, ce que c'est bien. Enregistré. C'est enregistré. Ah, d'accord. L'enregistrement est en cours. D'accord. Je comptais Après l'intégrer. et le mettre sur le site. Ouais. Ouais. On attend encore 2 minutes. Ah, voilà Théodoros. Magnifique. Voilà. Formidable. On t'entend pas, Théodoros. Mets ton écran un peu plus en face de toi, Théodoros. Bonjour Théodoros. Bonjour Théodoros. Bonjour. Ah oui, en fait, Il faut que tu mettes ton micro, Théodoros. En bas à gauche. Ça va maintenant? Très Oui. bien. Très bien. Ok. Bonjour à Formidable. Moi, je vous écoute. Hein. Très Alors, bien. comme tu as utilisé le lien d'Éric, tu es qualifié comme Éric Molinier, mais tu es bien Théodoros. Hein. Ah, ben oui, oui. Ouais, comme Eric Mouligne, oui, je vois ça. Mais bon, ça marche. Donc, bon. Ah, très bien. Mais là, je vous salue depuis Patras, parce que moi, je suis déconnecté d'Athènes. Là, je suis à Patras, je ne peux pas aller à Athènes. Formidable. Tu es confiné là-bas. Oui. D'accord. Tu as quand même encore un peu une réserve d'ouzo. Non, c'est pas ça qui me manque, vraiment. Non, non. Non. Il fait humide ici, hein, c'est un climat différent. Et il pleut depuis une semaine. Ah oui, pas mal. Enfin, voilà. Bien, Tu veux qu'on commence? on va commencer. Oui. Bien, donc bonjour à tous. Nous sommes tous réunis. Nous sommes un peu plus de 40 pour l'instant et en espérant que les participants arrivent. Donc, moi, simplement, je voulais vous dire que, en fait, c'est un webinaire donc, avec des panélistes, comme annoncé. Vous pouvez participer non pas par audio et vidéo, mais par l'intermédiaire de 2 façons, soit par la touche chat que vous voyez, donc vos messages sont vus par l'ensemble des participants, et aussi par la touche questions et réponses qui est juste à côté. Voilà, donc c'est très simple. Si vous avez une question, un commentaire, faites-le. C'est une façon de participer, bien sûr, qui nous est imposée par les circonstances, mais qui, j'espère, va vous satisfaire. Voilà, donc je vais donc sans plus attendre laisser la parole à Eric et qui va nous présenter le déroulement du webinaire et commencer ce partage. Merci Yves. Avant de laisser la parole à Maurice pour un moment de prière, je voudrais d'abord vous accueillir amicalement, fraternellement, innoyennement, au nom de toute l'équipe de Socrate Saint-Paul.
qui, je dirais, a été au départ l'association de support pour aider Maurice à monter ses sessions à Hanoï et qui, par le hasard des événements et cette crise sanitaire que nous traversons, se trouve être un petit peu l'armature, le roc, la colonne vertébrale qui nous permet de maintenir le lien que cette crise aurait pu mettre à l'épreuve, puisque nous n'avons pas eu de session cet été, nous n'avons pas eu d'intercession physique en présentiel, comme on dit aujourd'hui, au Centre Sèvres. Eh bien, écoutez, grâce à ce petit groupe autour de Maurice, on a pu faire vivre ce lien à travers notamment, je pense à notre webinaire, à la conférence de Paul Valadier au mois de juin, qui a accueilli et rassemblé une centaine d'internautes sur le moment venu, et puis plus de 300 après, qui ont revu la conférence, je dirais, grâce à YouTube. Voilà, donc l'idée, c'est de se retrouver aujourd'hui. Nous aurions dû nous retrouver physiquement pour fêter les 10 ans de Socrate Saint-Paul. Ce n'est, comme vous le verrez, que partie remise, on l'espère, en 2021. Mais il nous a semblé important, en cette fin d'année, de nous retrouver fraternellement autour de ce thème qui sera l'armature des sessions de 2021 sur ces promesses à tenir. Et vous verrez qu'il va s'agir à la fois de faire un arrêt sur image, de faire mémoire dans nos cœurs, dans nos têtes, des sessions que nous avons partagées, chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, à Hanoï, de ces promesses que nous avons esquissées, goûtées, prises, ou des promesses que nous avons entendues, et puis, je dirais, grâce au temps de prière, de nous introduire dans ce moment d'aujourd'hui, ici et maintenant, même si c'est par voie de téléconférence, de visioconférence, et nous nous retrouverons autour d'un duo, d'un dialogue entre Maurice et Michel, qui nous aidera à, je dirais, réfléchir à aujourd'hui, à partir de cette mémoire que nous avons, des sessions d'aujourd'hui, c'est quoi Socrate Saint-Paul, et puis, et demain, très concrètement, en 2021 et au-delà, comment nous projeter, et notamment avec une nouvelle équipe pour l'association Socrate Saint-Paul, parce que je l'avais annoncé, comme Cécile d'ailleurs, et comme d'autres, nous souhaitions passer le relais, et après 5 ans de bons et loyaux services, il y a un nouveau bureau, et on en parlera tout à l'heure, a été élu pour prendre le relais de Socrate Saint-Paul, qu'il me soit permis sans tarder de remercier toute l'équipe avec laquelle on a travaillé, Maurice bien évidemment, Olivier de Boisson, le vice-président, Cécile, sans laquelle rien n'aurait pu se faire, parce que en tant que secrétaire général, c'est un tandem, je dirais, très important avec le président, et elle a vraiment été très, très active, et j'en remercie vivement. Et puis notre trésorier, Didier Cyr, également. Donc voilà, on vous en parlera tout à l'heure, mais l'important, c'est de commencer par nous mettre en prière, et je passe sans plus tarder la parole à Maurice. Voilà, en sachant que nous voyons à gauche de l'écran Hervé, à droite Eric qui vient de nous parler, le secrétaire général actuel qui est à ma gauche, on est ensemble dans les environs de Lille, Michel Fédou, et Théodoros qui est relié à nous depuis la Grèce, à Patras, au bas de l'écran à droite. Voilà. Je propose un petit temps de prière tout simple à partir de la deuxième lecture de la messe de demain. Pour ceux qui pourront y aller, ils l'entendront une deuxième fois demain. Un passage de Saint Paul, Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, sa première lettre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est le désir de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit,
votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. On peut laisser résonner ces mots en nous, cet appel. C'est le désir de Dieu à votre égard. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Discernez la valeur de toutes choses. Autant de verbes qui ont une grande résonance pour nous au cœur de cette société, au cœur du monde d'aujourd'hui, au plus intime, au plus proche comme au plus lointain. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Mal de maladie, mal malheur, mal de responsabilité, mal de nos guerres, de nos violences, de nos peurs, de nos haines. Éloignez-vous. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Esprit, âme, corps. Et tout cela pour la venue de notre Seigneur Jésus. Il est fidèle, lui qui vous appelle. Et promesse finale, tout cela, il le fera. C'est peut-être pas nous qui ferons tout, nous ferons notre part, mais tout cela, il le fera. Voilà, confions cette rencontre, notre écoute ce soir, mutuelle, nos échanges et notre regard vers demain à celui qui nous veut dans la joie et apportant la joie, où que nous soyons envoyés aussi, ou appelés. Amen. Je laisse à Eric reprendre la main de notre rencontre. Merci Maurice. Sans plus tarder, on va entamer ce dialogue. Maurice, Michel, et on va commencer par Maurice, justement pour faire mémoire, que tu nous rappelles un petit peu l'intuition initiale de ces sessions. Voilà, je dirais 6 points qui me semblent au fondement, à la source et aussi dans le continuum de nos 22 sessions depuis 2010. En 2009, j'arrivais personnellement en Grèce depuis des lieux de souffrance importantes en Afrique, des lieux de déshumanisation au Rwanda, puis en Afrique du Sud, puis au Tchad, à la frontière du Soudan. Et je savais qu'arrivant en Grèce, j'arrivais à un berceau de civilisation. Il y avait bien sûr Athènes et tous les autres sites, et puis il y avait pour les autres berceaux de civilisation, pour la nôtre en tout cas, occidentale, Rome, Jérusalem. Mais voilà, j'étais à Athènes et j'y étais avec Théodoros, j'y étais avec une communauté jésuite de 10 membres et l'aventure commençait. Et très vite, dans l'été qui a suivi, avec des amis qui sont venus, Dorothée, Richard, Odile de Sinetti et d'autres, nous avons un peu rêvé. Comme dit le pape François, il faut savoir rêver. Et nous avons rêvé, mais avec un certain réalisme, à partir des dons qui nous étaient faits déjà de lieux comme Hinoï, à 1 heure d'Athènes, le centre spirituel et culturel que dirigeait déjà Théodoros. Et nous nous sommes dit, au berceau de cette civilisation, ça vaut le coup d'essayer de se retrouver, d'inviter des amis et de penser le monde d'aujourd'hui, d'essayer de
de nous ressourcer aussi à cette source de civilisation qu'est la Grèce. Et bien sûr, avec une autre figure qui était forte, c'est celle de Saint Paul. Alors, sous le mot de Socrate, on a rassemblé tous les efforts de sagesse et de pensée, et sous le mot de Saint Paul, sous la figure de Paul, nous savions incoativement qu'il s'agissait du vouloir, du désir, de la transformation du regard sur le monde avec l'esprit universel de l'apôtre des nations qu'était Paul. Et depuis l'Afrique, l'Asie, l'Extrême-Asie, l'Amérique, nous savions que dans la mondialisation accélérée, il y avait urgence peut-être à se poser, à prendre le temps d'évaluer les impuissances comme les puissances qui sont les nôtres, les moyens, les fatigues, les assèchements peut-être de nos âmes, de nos corps, de nos manières de vivre, de nos inspirations. Et dans un monde qui n'est pas un monde bisounours, un monde qui est passionnant, très ouvert, mais aussi un monde plein de barrières, de peurs et de frontières nouvelles en tout cas, proches ou lointaines. Donc, nous sommes allés, au fond, depuis 2010, avec nombreux d'entre vous, aux saveurs des sources, à leurs valeurs aussi, mais vécues comme des vecteurs de vie, et non pas comme des conserves, et de vraie vie, de vie en abondance, juste, libre si possible, responsable, pour des lieux d'amitié sociale, comme dit le pape dans Tutti Fratelli aujourd'hui, sa dernière lettre, mais aussi des lieux d'écologie humaine, où la nature a sa place. Elle parle différemment de nos mots et de nos textes antiques ou modernes, mais elle parle aussi cette nature. Et Inouï nous offrait cela. Tout ça pour aller vers davantage de justice. Et dans cette mondialisation accélérée, garder la conscience que beaucoup de gens sont rejetés, que des peuples entiers sont déplacés de façon forcée et cherchent incoativement un avenir, une terre promise qui est parfois loin de leurs pieds et de leurs mains. Donc, nous avions aussi conscience de la dimension sociale, et cette dimension sociale, je crois qu'elle traverse toujours la réflexion de nos sessions, nos échanges, le souci que chacun puisse raconter ce qu'il vit dans l'univers où il est et avoir une approche éthique, mais aussi spirituelle, philosophique du monde d'aujourd'hui, pour mieux le décrypter, pour mieux se situer. C'est tout ça qui s'est mis en œuvre et tous, je crois, à chaque fois, dans chaque session, avec un grand étonnement, avec beaucoup de joie, de bienveillance, avec aussi parfois des moments où la lourdeur de la vie pour certains était bien présente, non pas déniée, mais partagée, et où les désirs des uns et des autres pouvaient aussi être accueillis. Je crois qu'il y a quelque chose comme un laboratoire de vie dans les sessions d'Inouï, de vie fraternelle, pas immédiatement communautaire, car nous sommes limités dans le temps dans ces 8 jours des sessions, mais où le corps et l'art de faire corps, de faire société aussi, a toute sa place, et où le beau et le bon, kalos, kagathos, ont leur place, où la musique a sa place, l'art, l'esthétique et la beauté de chacun, tout simplement. Plutôt que de s'ancrer dans le mal, s'ancrer dans le bien. Plutôt que de réagir tout le temps à ce qui ne va pas, lire ce qui va et ce qui est beau, qui nous vient de l'Antiquité ou des temps modernes, et de le mettre en musique grâce à des intervenants comme Michel Fédou, qui depuis le début nous a accompagnés, et de bien d'autres amis jésuites, mais aussi non jésuites, femmes et hommes, qui nous ont rejoints, vivant pleinement avec nous, non pas ce qui est une retraite, ni non plus une université d'été, mais une session avec une démarche où le corps est engagé, où l'intelligence aussi est titillée, je dirais, est mise en route, et où l'esprit, le cœur aussi
a toute sa part dans les célébrations, dans le silence, comme dans l'écriture personnelle ou la marche. Voilà, je dirais c'est ça pour moi l'essentiel. Aujourd'hui, un texte comme Laudato aussi du pape François et le texte récent Tutti Fratelli relance encore notre goût à aller en Grèce. Non pas par obsession de la Grèce à tout prix, mais parce que la Grèce, c'est aussi l'Europe et c'est notre pays. Nous l'avons en commun. Et la Grèce, elle est, on en reparlera un peu plus loin, source aujourd'hui non pas seulement de difficultés pour l'Europe, mais aussi d'une chance d'ouverture à l'international et aussi de respect de chaque culture. Pour moi, c'est pour l'instant l'essentiel de ce que je voulais rappeler, le cadre et le contexte de naissance et aussi de déploiement de nos rencontres qui d'année en année se sont toujours confirmées comme belles. Merci Maurice. On va passer maintenant la parole à Michel en écho à ce que tu viens de dire. Michel, comme tu l'as dit, toujours fidèle à nos sessions depuis l'origine et que je remercie du fond du cœur, qui va nous parler un peu, selon lui, de l'intérêt et des enjeux de la démarche Socrate-Saint-Paul. Merci. C'est en mars 2010, si je ne me trompe, que j'ai reçu un courrier de Maurice me disant j'envisage, je suis en Grèce, j'envisage de proposer avec d'autres une session en Grèce. Est-ce que tu pourrais éventuellement venir parler de la littérature grecque? Et j'ai accepté avec joie cette proposition. Très vite, j'ai senti qu'il y avait de fait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enjeux à faire cela et à le faire précisément sur cette terre de Grèce. Et je voudrais simplement dire trois raisons fondamentales de cet intérêt. Au fil du temps, à la faveur des différentes sessions auxquelles j'ai participé, il m'est apparu qu'il y avait de fait plusieurs enjeux tout à fait fondamentaux. J'en distinguerai donc trois. Un premier enjeu, c'est tout simplement que la Grèce ancienne, c'est l'une des sources de notre culture européenne. Ce n'est pas la seule. Il y a Rome et Jérusalem, comme le rappelait Maurice. Plus récemment, à l'époque moderne, il y a les sources, nos sources, ce sont aussi Londres, Amsterdam, Vienne, Madrid, Paris et d'autres. Mais c'est vrai que pour l'Antiquité, Athènes, la Grèce, plus largement, c'est une source majeure. Et nous avons besoin de connaître cette source, parmi d'autres, pour habiter notre présent et aussi pour marcher vers l'avenir. Et bien sûr, quelque chose de ces sources, de cette source grecque, nous a été transmis à beaucoup d'entre nous, je pense, il y a plus ou moins longtemps, dans le cadre de l'école, du lycée, mais nous l'avons plus ou moins oublié. Et je pense qu'à Hanoï, un certain nombre d'entre nous ont fait l'expérience de redécouvrir quelque chose de ces lettres grecques, de cette littérature grecque ancienne. Et beaucoup d'entre nous aussi ont fait l'expérience de la découvrir pour la première fois. Je me rappelle, j'avais eu l'occasion de présenter cette scène extraordinaire de l'Iliade d'Homère, où l'on voit Priam se rendre auprès d'Achille, donc les deux adversaires, le grec et le troyen, se rencontrent, les deux adversaires se rencontrent. Priam, le chef des Troyens, vient demander à Achille de lui rendre le corps, le cadavre de son fils Hector. Et c'est une scène vraiment saisissante, une scène bouleversante. Et j'avais été frappé de voir comment plusieurs d'entre nous avaient dit, mais on ne savait pas que ça existait. Une scène aussi belle, aussi profonde du point de vue de l'humanité, on ne savait pas que ça existait. Voilà, donc premier enjeu tout à fait important, je crois, de redécouvrir cette source. Alors, deuxième enjeu, peut-être pour approfondir un peu plus ce que je viens de dire, c'est la découverte, pour moi, ça a été à travers ces différentes sessions, ça a été avec d'autres, précisément la découverte ou la redécouverte de grands textes. J'ai fait allusion à Homère, mais il y a aussi les tragédies. On a quand même, à la faveur des différentes sessions, on a pu lire plusieurs tragédies, parfois même les voir représentées au théâtre d'Épidore.
des grands textes, ces textes d'Homère, d'Échille, de Sophocle, d'Euripide. De grands textes, pourquoi? Bon, parce que ce sont de beaux textes, mais aussi et surtout parce qu'ils nous rejoignent aujourd'hui. On a fait, je crois, à travers ces sessions, l'expérience d'être rejoint par tel ou tel de ces textes. Il y a le poète Charles Péguy, au début du XXe siècle, il a dit quelque part, Homère est plus jeune que le journal du matin. Il y a quelque chose à travers ces vieux textes qui est capable de nous rejoindre aujourd'hui encore. Les tragédies, bien sûr, elles sont situées dans le passé, et dans un passé qui n'est plus le nôtre, c'est évident, avec souvent des références mythologiques qui nous sont devenues très étrangères, et en même temps, elles nous rejoignent. On en a fait l'expérience, certains d'entre nous l'ont éprouvé, je suis sûr. Antigone, qui résiste à Créon, eh bien, ça nous parle de la résistance qui peut être opposée à un pouvoir lorsque ce pouvoir bafoue des lois élémentaires de la conscience, des exigences fondamentales de l'humanité. Oedipe qui finit par découvrir qu'il est le meurtrier de son père, eh bien, ça nous parle de ce long et souvent douloureux cheminement qui nous fait accéder de l'aveuglement à la lumière. Il y a quelque chose qui nous rejoint aujourd'hui. J'ai parlé là de personnages d'épopée ou de personnages de tragédie, mais il y a aussi la grande figure historique, pour le coup, de Socrate. Maurice le rappelait, hein, Socrate, Saint Paul, la figure de Socrate. Socrate acceptant d'être jusqu'au bout fidèle à la voix de sa conscience et acceptant cela au risque même de sa vie. Voilà. Je crois que pour moi, ça a été vraiment un intérêt très fort, un deuxième intérêt très fort de ces sessions, de nous faire éprouver comment tel ou tel de ces textes de l'Antiquité, qui sont, pour ceux que j'ai évoqués, qui sont du 5e siècle avant Jésus-Christ, pour ce qui est des tragédies, Homère est plus ancien, bien sûr, mais ce sont des textes qui ont vu le jour à peu près à l'époque où de grands textes de la tradition biblique voyaient également jour, les textes de Jérémie, Ézéchiel, etc. Donc, pouvoir avoir pu éprouver comment nous nous laissons aujourd'hui même rejoindre par ces grands textes. Mais je dirais, il y a un troisième enjeu que je voudrais également évoquer, très important à mon sens, c'est que le christianisme, dès ses origines, a rencontré ce monde grec. Voilà, Maurice le rappelait aussi, hein, ce n'est pas seulement Socrate, c'est Socrate, Saint Paul. Voilà. Nous avons vu, pour la plupart d'entre nous, ceux qui sont allés à Hinoï, nous avons eu l'occasion sans doute d'aller à Athènes, nous avons vu l'Aréopage où Paul a fait son fameux discours aux Athéniens, nous avons vu Corinthe où Paul a comparu devant le fameux tribunal, le Vima. À travers la rencontre de Paul et du monde grec, on a beaucoup réfléchi là-dessus durant ces sessions depuis 2010. À travers la rencontre de Paul et du monde grec, c'est la rencontre du christianisme et d'une civilisation qui est en jeu. Et une rencontre qui, bien sûr, s'est poursuivie après Saint Paul. Elle s'est poursuivie avec les pères de l'Église de langue grecque. Il était question des pères grecs à plusieurs reprises durant ces sessions. C'est une rencontre aussi qui s'est prolongée bien au-delà de l'époque des pères grecs et jusqu'à nos jours. Les chrétiens de Grèce, aujourd'hui, Théodoros le dirait bien mieux que moi, les chrétiens de Grèce, les orthodoxes qui sont majoritaires et les catholiques ont toujours cette responsabilité d'être aujourd'hui même témoins de l'évangile dans ce monde grec d'aujourd'hui qui n'est évidemment plus celui de l'Antiquité parce qu'il s'est beaucoup transformé avec notamment plusieurs siècles d'occupation ottomane, mais c'est bien ce monde grec toujours avec toutes les évolutions qui l'ont marqué au long de l'histoire, c'est bien ce monde grec qui est le lieu d'une présence chrétienne. C'est là que des chrétiens aujourd'hui même ont toujours cette responsabilité de témoigner de l'évangile, que cet évangile soit accueilli ou refusé, comme c'était déjà le cas pour Paul. Et du même coup, à travers ces sessions que nous avons vécues, il nous a été donné de réfléchir, d'échanger sur la manière dont aujourd'hui, dans des contextes évidemment très différents, le christianisme se positionne, se situe, bien sûr, au sein de l'Europe, mais aussi dans un horizon beaucoup plus vaste. Je rappelle qu'à l'une autre de ces sessions, il y a eu des interventions comme celle de Michael Amalados, venant de l'Inde, ou Benoît Vermander, venant de la Chine. Nous nous sommes déplacés vers la Grèce. Nous avons essayé pendant ces 10 ans
d'explorer les sources grecques du passé conjointement à la source biblique. Nous avons toujours eu le souci de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et tout cela nous a aidés finalement à revenir vers notre Europe en étant transformés par ce passage de quelques jours, de quelques sessions en Grèce, mais vraiment revenir en Europe en étant passé par la Grèce, avec la chance que cela représente pour peut-être une compréhension plus profonde de notre présent, ici même, dans les lieux particuliers qui sont les nôtres, en même temps que dans l'horizon beaucoup plus large de la maison commune qui est la nôtre dans cet âge de mondialisation. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Merci, c'est très... Merci beaucoup, Michel. Ce que je propose maintenant, c'est que Maurice réagisse à partir de ce que tu viens de dire sur la Grèce, sur le climat des sessions, sur tous les ressentis, les effets dans la vie que cela a pu produire. Maurice, si possible dans 5 minutes, parce que je vois que le temps passe. Bien sûr. Et qu'on a quelques séquences. Je dirais d'abord que chaque fois que j'entends Michel, j'ai l'impression d'entendre aussi les cigales derrière et l'appel à un dialogos après le logos qu'on écoute, qui n'est jamais un monologos, un monologue chez Michel, ni non plus chez tous les intervenants des sessions. Moi, je voudrais simplement redire que tu as évoqué, Michel, l'aréopage. C'est un lieu qui est tellement signifiant et les paroles de Paul qui disent aux Grecs de l'époque, vous êtes très religieux, c'est impressionnant ce que vous êtes religieux, mais peut-être que vous l'êtes un peu trop et à même vouloir faire un autel au Dieu inconnu pour n'en oublier aucun, est-ce que vous n'en oubliez pas l'homme? Et c'est peut-être des autels à l'homme inconnu qu'il nous faut dresser ensemble, au tout venant, au tout passant, parce que nous sommes de passage. Et ça, c'est une expérience, je crois, que nous vivons aussi à Hinoï, non seulement parce que c'est 8 jours seulement et qu'ensuite on se quitte. Il y a un art d'arriver à Hinoï, il y a un art d'y vivre dans une forme de bienveillance et de fraternité, de passage, et puis il y a un art d'en partir. Non pas de façon triste, comme on partirait d'un temps fort, mais au contraire avec des provisions pour la route et la joie de savoir qu'on a des rendez-vous devant nous, des promesses à tenir, mais des promesses aussi qui seront tenues. Ce qu'on vient d'entendre dans la lettre aux Thessaloniciens, il le fera, ce n'est pas nous qui ferons. Et nous ne portons pas le monde, le joug qui nous est proposé, la conjugaison, l'alliance qui nous est proposée, n'est pas un fardeau, c'est un allègement de notre moi, ou de nos soucis qui ne sont pas partagés suffisamment, ou de nos biens qui ne sont pas suffisamment démultipliés vers les plus pauvres, vers la foule qui attend et qui a soif et faim. Et toujours à Hinoï, j'ai ressenti cette disponibilité-là. Non pas une paix qui serait un confort d'un entre-soi, d'un entre-nous, de gens privilégiés, mais une paix qui devient disponibilité pour servir et pour aimer. En todo amar y servir. Une paix pour espérer, parce que nous sommes espérés. Et ça, c'est la joie qui monte à ce moment-là en soi, la confiance en soi, pas seulement en Dieu, mais la confiance en soi et dans les médiations culturelles, scientifiques, politiques, artistique, esthétique, éthique, etc. Et pour moi, c'est ça la grande joie du catholicisme, de vivre selon le tout, la diversité du tout et l'épaisseur, la densité des choses. Kath holos en grec, c'est comme ça que je traduis. Je traduis plus universel, moi. C'est trop impérialiste, c'est trop englobant ou amalgamant. Par contre, la diversité du tout, oui, ça me parle. Et la diversité des langages entre nous, le respect mutuel aussi dans les sessions, me paraissent être au cœur de ce que nous cherchons à vivre. Et alors, on peut de fait devenir des cœurs pensants de la baraque monde, comme disait Iti Il-Soum, mais elle parlait de baraque qui était bien triste. On peut même peut-être nous encourager les uns les autres à ne pas avoir peur des enfers du monde, d'y descendre comme Jésus.
avec des frères, pas seul. On est en cordée, comme dit, je ne sais plus qui, mais en cordée qui est une cordée de salut. Un jeune dans un camp m'avait dit j'ai découvert ce qu'est la miséricorde, cette corde tendue à ma misère, pour la vie et pour sortir des entraves qui empêchent de participer de la société et du monde. Bon, moi je pense que c'est tout ce climat-là, avec aussi les saveurs des bons repas, de la joie grecque, de la lumière de la Grèce, qui pour moi a toujours été une lumière en plus du soleil. Merci Maurice. Bon, on va maintenant commencer à se tourner vers demain et je vais laisser la parole à Michel pour qu'il ouvre des pistes de réflexion pour l'avenir. Michel, c'est à toi. Alors, je ne suis pas prophète, mais je voudrais dire quelques petites choses. Tout d'abord, je pense que pour demain et après-demain, il y aurait sûrement beaucoup de pistes à poursuivre dans la ligne de ce qui s'est déjà fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours beaucoup d'intérêt et d'enjeux à revenir sur les sources d'Homère, des auteurs tragiques, de Socrate, de Platon, parce qu'on n'a jamais fini d'épuiser les ressources que ces textes anciens nous offrent, avec bien sûr toujours l'exploration de la littérature biblique, cette manière de se mettre constamment à l'écoute de la parole. Mais je voudrais, en même temps, c'est ça qui était convenu, je voudrais suggérer effectivement quelques pistes peut-être plus neuves. Je verrais un peu trois orientations possibles, en tout cas ce sont des suggestions. Première orientation, il me semble que pour ce qui est des échanges sur le monde grec ancien, eh bien, nous nous sommes essentiellement cantonnés à la période du 8e siècle au 5e siècle, c'est-à-dire d'Homère jusqu'aux auteurs tragiques et à Platon. Or, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde grec ancien entre le 5e siècle et l'époque de Saint Paul. Et je donne simplement quelques petits exemples, ce sont aussi des suggestions. Par exemple, au IVe siècle, cette épopée incroyable d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, un homme qui part de Macédoine et qui a le dessein d'une culture qui rassemblerait, une civilisation qui rassemblerait des hommes et des femmes, non seulement de Grèce, mais d'Égypte, d'Asie mineure et même de l'Inde. Il est allé jusqu'en Inde. Voilà. Une sorte, au fond, une sorte de première mondialisation avant la lettre, avec ce qu'elle a permis, avec ses succès, mais aussi avec ses revers. Et les lendemains de l'épopée d'Alexandre ont été très, très difficiles, sinon désastreux. Il y aurait sûrement là matière à réflexion pour nous. Bien, autre exemple, le travail de la pensée. On a parlé de Socrate, Platon, mais après Socrate et Platon, il y a Aristote, il y a les stoïciens, il y a d'autres penseurs également. En particulier, cette idée qui se développe beaucoup au IIIe siècle, au IIe siècle avant Jésus-Christ, chez les stoïciens en particulier, cette idée que l'être humain est citoyen du monde, cosmopolite, citoyen du monde. Voilà. Ça, c'est un bouleversement par rapport à une certaine représentation de la cité grecque, les cités de Sparte, cité d'Athènes, cité de Delphes. Voilà. Une idée nouvelle, une représentation nouvelle de l'être humain dans le monde ou dans l'univers. Et puis, autre exemple fondamental, ce qui s'est passé au IIIe siècle, IIe siècle avant Jésus-Christ, cette rencontre tout à fait inouïe entre le judaïsme et le monde grec. Et je dirais pour le meilleur et pour le moins bon. Le meilleur, c'est par exemple la traduction de la Bible, enfin l'Ancien Testament en langue grecque, c'est un événement majeur dans l'histoire de la culture. Et le moins bon, ou même le pire, je pense à ce qui s'est passé lorsque certains souverains grecs ont persécuté les Juifs, ce qui est raconté dans le livre des martyrs d'Israël. Voilà, donc, si vous voulez, c'est ma première piste qui me vient à l'esprit. Je pense qu'il y aurait des choses à explorer de fait dans cette période du monde grec ancien, cette période de l'Antiquité entre le 5e siècle et le Nouveau Testament. Alors, une deuxième piste que je suggère, que je lance aussi, la Grèce d'aujourd'hui, elle a ses racines dans l'Antiquité, mais elle s'est considérablement transformée. L'an dernier, j'ai eu la chance de passer quelques jours en Crète. En Crète, on a des vestiges de la civilisation minoenne. Ça remonte à
1800, 1500 avant Jésus-Christ. On a aussi des vestiges de la présence du christianisme dans le tout premier siècle. La Crète évangélisée par Tite en particulier. Et puis il y a des restes de basiliques paléochrétiennes. Mais on a aussi l'empreinte des Vénitiens qui ont occupé l'île à une certaine époque. On a l'empreinte de l'islam avec un certain nombre d'églises qui sont devenues des mosquées. On a aussi la trace de souvenirs douloureux de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à travers toutes ces vicissitudes, on a aussi toujours la permanence de l'orthodoxie avec toute sa tradition. Voilà. Alors, je me dis, il y a souvent des sujets de réflexion passionnants pour nous. Comment lire, au fond, cette histoire grecque qui ne s'arrête pas à l'Antiquité, avec ses grandeurs et ses drames. Les Grecs peuvent beaucoup nous aider à cette lecture, et il me semble que ça peut nous renvoyer à nous-mêmes en Europe, c'est-à-dire comment avancer nous-mêmes dans un discernement de notre propre histoire et de notre actualité historique. Et puis, troisième piste, je terminerai par là, il me semble qu'il y a des questions qui étaient parfois présentes, mais pas toujours, il y a 10 ans, mais qui ont pris plus d'importance depuis 10 ans. Et certainement, ces questions pourraient servir de levier, d'inspiration, pour nous inciter à interroger la Bible, l'Antiquité grecque et d'autres choses encore à partir d'elles. J'énumère simplement quelques-unes de ces questions, sans aucunement développer. Le rapport Église-État. Bon, je pense que c'est une question qui se pose d'une certaine manière en Grèce et qui se pose évidemment d'une manière très très différente dans un pays comme la France, la question de la laïcité. Mais je pense que là, il y a un lieu de réflexion très 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 intéressant et important. Et les débats récents en France montrent bien que c'est une question tout à fait cruciale. Autre thématique, la question de l'islam, bien sûr. La question de l'islam, je rappelais à propos de la Crète, mais on pourrait dire pour d'autres régions de la Grèce, en particulier dans la Grèce du Nord, l'empreinte de l'islam, 4 siècles, présence musulmane. Et je crois que ça peut être passionnant de se demander comment la Grèce est située par rapport à l'islam, comment elle se situe aujourd'hui par rapport au monde musulman, parce que ça nous renvoie là encore à des questions qui sont très importantes pour nous en Europe. Autre exemple de question, et ça, je ne dis rien de plus, parce que Maurice en parlerait longuement, les exilés. Les exilés. Quand tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en Méditerranée, bon, Lesbos, etc. Enfin, et nous savons bien que le problème des migrants, des exilés, c'est aussi un problème qui se pose pour la France et pour l'Europe. Là, il y a sûrement un levier pour un ressort, pour des réflexions, des échanges que nous pourrions avoir dans le cadre des sessions. Autre exemple encore d'une thématique, d'une question qui était déjà présente il y a 10 ans, mais qui est de plus en plus cruciale, c'est évidemment la question écologique, tout ce qui touche l'écologie. Et puis, pour être tout à fait ancré sur l'actualité, bon, la pandémie et tout ce que ça suscite et soulève comme inquiétude, comme question, comme problème de fond. Est-ce que le monde d'après sera comme le monde d'avant? Je relisais, à cause de la pandémie, la manière dont Thucydide raconte l'épidémie de la peste pendant la guerre du Péloponnèse. Ce texte est saisissant quand on le relit à la lumière de notre actualité présente. Et donc, je pense que là aussi, il y a vraiment des pistes possibles pour de nouvelles rencontres, pour de nouvelles sessions. Alors, j'ai envie de terminer cette petite intervention par quelques mots. Je lisais il y a peu de temps un livre du romancier, de l'écrivain Michel Déon. Michel Déon. Il dit ceci dans un livre qui s'appelle Le balcon de Spetsaï, Spetsis étant une île près de la Grèce continentale. Il dit ceci: le temps grec est immense, merveilleusement élastique. Il distend les journées qui, commencées à l'aube, s'assoupissent en moment d'après-midi et repartent avec des forces nouvelles à l'assaut du soir et de la nuit. Le temps grec a commencé il y a 4000 ans à Knossos et il continue encore. Rien ne me dit qu'il n'a pas encore 4000 ans à vivre. Je ne sais pas si le temps grec a encore 4000 ans à vivre, si le monde grec a encore 4000 ans à vivre. Mais je crois en même temps que 10 ans de Socrate-Saint-Paul ne suffisent pas et qu'il pourrait y avoir place au moins pour 10 autres années et peut-être un petit peu plus. Super. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Merci beaucoup, Michel, de ces belles paroles.
Je vais maintenant laisser la parole à Hervé, comme l'a laissé, comme l'a dit un peu Maurice, une nouvelle équipe a été élue pour diriger Socrate Saint-Paul autour d'Hervé Plongé, qui va prendre la suite et qui est maintenant le président de Socrate Saint-Paul, aidé de Yves Coué comme secrétaire général, Maurice Joyeux, bien évidemment, Didier Cyr, qui reste encore quelques temps trésorier, petite parenthèse, et nous cherchons d'ailleurs un successeur à partir du mois de mars pour un nouveau trésorier. Donc, avis aux amateurs parmi les 79 participants aujourd'hui présents. Et puis Christine Maestri aussi, qui rejoint le bureau et qui représentera, je dirais, la France, qui n'est pas parisienne, hein, et ça nous semblait aussi très important. Voilà. Hervé, je te laisse la parole. Merci Eric. Au moment de prendre le relais que tu me passes, Eric, moi j'ai envie de souligner, là, je me sens un peu comme l'ouvrier de l'après-midi là, dans la parabole de la vigne, parce qu'avec Bénédicte, on a rejoint l'aventure en 2016 en tant que participant à une session et en 2019 en tant que référent de la session de juillet. Voilà, donc c'est encore relativement modeste, mais ça a été très heureux. Et j'ai notamment beaucoup goûté les fruits, outre toute la matière, la réflexion, enfin tout ce qui nous était offert à travers nos orateurs et les thèmes de ces années-là. J'ai beaucoup goûté l'ancrage dans la façon de faire ignatienne. Alors, on l'a évoqué, la façon dont nous avons été accueillis, la façon dont nous avons essayé d'accueillir, la bienveillance, l'attention les uns pour les autres, une forme de compagnonnage, alors que pour la plupart, nous ne connaissons pas au moment où nous arrivons à Hanoï. Et donc, ce compagnonnage, notamment dans les groupes de partage et de service, qui a été très fort pour nous dans la session de 2019. La façon de prier, dans la célébration, dans un temps de partage contemplatif, vraiment une expérience de fraternité, et puis aussi une expérience de parole libre et vraie, permettant dans une écoute d'évaluer et puis de nous adapter, de nous laisser guider par l'esprit. Voilà, de rechercher, de trouver ainsi une sorte de conciliation. Voilà, et ça me paraît très précieux et à cultiver et développer encore dans les sessions qui vont venir. Alors, bien sûr, en écoutant Maurice, en écoutant Michel, on comprend qu'on a beaucoup à trouver encore en Grèce. Et au moment de prendre le relais, j'avais de l'inquiétude, mais comment cela va-t-il se faire? Cécile est rentrée, Maurice est rentré. Allons-nous pouvoir continuer à vivre, à cultiver un lien vivant avec la Grèce? Voilà, et miracle, Théodoros est avec nous et va pouvoir nous parler, nous rassurer peut-être sur ce point. Merci Hervé. Théodoros, quelques nouvelles de Grèce? Alors, d'abord, moi, je voudrais dire combien je trouve riche les sessions de Socrate Saint-Paul à Hanoï et combien je suis reconnaissant de ce lien fort et profond qui se crée entre les participants et les intervenants d'un côté et ces lieux d'Hanoï de l'autre côté. Ce qui montre que c'est un lieu où il y a une expérience, où il y a une convivialité, où il y a une communication et une parole échangée. Et cela, il faut reconnaître grâce à votre esprit de
de recherche de la vérité, de recherche en soi-même et la recherche aussi des relations vraies avec les autres. Et aussi l'intérêt de tous sur les questions de l'humanité, du monde d'aujourd'hui, de la société, et aussi bien des questionnements personnels. Et voir donc ces lieux qui est devenu enfin un lieu de rencontre aussi riche. Et moi, je suis enfin très reconnaissant à vous tous et reconnaissant à Dieu aussi pour ce bien qui se fait et cette richesse qui est échangée entre un nombre important de personnes qui vraiment se sentent liées à cette maison, à cet espace, à ces lieux. Et avec vous, je dois dire, j'ai découvert plein de choses, et de réflexions, de découvertes à travers les interventions des uns des autres, et aussi être avec vous sur place à une pièce de théâtre, une tragédie à Épidore, où marcher sur les mêmes rues que Saint Paul a marché à Corinthe. Et c'est une expérience profonde et vraiment, on se sent d'un côté si proche parce qu'on est en contact avec des personnes qui ont vécu plus de 2000 ans avant nous. Et on est sur les mêmes paroles, sur les mêmes démarches. Il y a une communication qui est aussi tellement distante. Vraiment, c'est une expérience d'union à travers l'histoire avec les autres qui est très profonde. Moi, j'ai été vraiment touché avec vous de ces expériences-là et en grande partie, je vous suis reconnaissant parce que j'ai revécu d'une certaine manière et redécouvert à partir de notre regard, grâce à vous, ces lieux que je connaissais depuis mon enfance, depuis l'école où on allait, mais c'est autre chose de voir tout cela avec un regard adulte. Et c'est très, très, très beau et très enrichissant. Donc, ça me reste profondément dans le cœur. Et il faut aussi reconnaître aussi que la volonté et l'esprit d'effort enfin, que vous avez fait pour surmonter éventuellement les difficultés, les divergences personnelles, les difficultés d'entente ou de communication pour insister sur ce qui nous met ensemble et les découvertes au niveau culturel ou spirituel et ce qui nous lie vraiment en faisant de nous une communauté. Alors, voilà, je suis donc pour tout cela reconnaissant à tout ce qui s'est fait pendant 10 ans grâce à vous et à votre insistance et à votre recherche personnelle et aussi communautaire qui, bon, tout cela a enrichi ces lieux et l'a rendu important pour un nombre significatif de personnes et de familles. Et, bon, pour Hinoï, ce fut une année, bon, tout à fait différente parce que pratiquement, à part quelques petits groupes et quelques familles et quelques amis qui sont venus, la maison est restée fermée. Et donc, bon, il faut
il faut reprendre, donc j'espère, la suite à partir de cette année qui va commencer. Et il y a aussi une transmission au sens où moi, donc, je me retire de Hinoï et c'est un autre couple qui prend la responsabilité peu à peu. C'est donc un couple de Polonais, mais qui habite en Grèce depuis plus de 20 ans. C'est Jacek et Catherine qui vivent donc à Athènes avec leurs 4 enfants. C'est un couple sur leur quarantaine. Jacek est diacre chez nous depuis 1 an. Et il est aidé par sa femme, Catherine. Moi, j'ai déjà collaboré avec eux sur la préparation au mariage. Depuis 2 ans, on a fait une collaboration pour accueillir les couples qui se présentent pour le mariage. Et c'est un couple avec beaucoup de zèle et un vrai désir de servir. Et ils ont une richesse personnelle et familiale qui les rend riches, en fait, d'expérience, de communication, de capacité de transmettre tout cela. Et donc, peu à peu, ils prennent la responsabilité d'Hinoï. Moi, je serai proche et je compte être donc aussi présent pour les prochaines sessions, si tout va bien, s'il n'y a pas d'imprévu. Mais voilà, à partir de peut-être dans 2 ou 3 mois, ils auront la responsabilité de la maison et du programme. Mais comme je dis, Salambier, Pierre, sera aussi proche, moi, et Vincent, donc, qui habite à côté. Il est toujours présent à la maison et c'est toujours une aide. Voilà ce que je voulais présenter de ma part. Et je souhaite que cette expérience lancée il y a 10 ans se renouvelle et que soit donc une source d'inspiration, une source de vérité et de recherche spirituelle, culturelle, humaine pour d'autres personnes aussi qui sont toujours intéressées sur les questions que nous abordons. Voilà ce que je voulais dire et voilà, donc peut-être Merci. Je peux revenir s'il le faut. Voilà. Il y aura un temps de débat, mais qui va s'écourter. Je vois qu'on est très court dans le temps. C'est très riche. Je n'ai pas osé couper les intervenants, Hervé, parce que j'ai trouvé que les interventions étaient très, très, très riches. On avait prévu de laisser la parole à Maurice maintenant pour nous parler de ce lieu de la Grèce, hein, et puis du fait que voilà, l'association Socrate-Saint-Paul hors les murs alors qu'on est emmuré, hein, les réflexions que cela t'inspire. Mais rapidement, Maurice. Oui, non, je voudrais, parce qu'il vaut mieux qu'après on laisse les questions venir. Ouais. Moi, il y a une image qui me vient, c'est qu'on est tous avec un cerf-volant dans la main, à partir de la terre d'Hinoï, comme à partir de la terre de chacun d'entre nous, dans son travail, sa vie familiale ou autre. Et on essaie d'envoyer cette part de nous-mêmes hors de nous-mêmes, quand même reliée à un fil, pour voir plus loin, pour respirer et pour danser avec les autres cerfs-volants autour de nous, gardant les pieds en terre et en même temps la tête au ciel. Les Afghans m'ont appris ça. Je pense aussi que le mot conciliation qui a été employé tout à l'heure par Hervé est très beau. Il est au-delà de seulement de cet horizon de la réconciliation qu'on veut entre les peuples, entre les nations, entre les gens, les ennemis et les amis. Enfin, déjà, si on savait concilier nos vies avec celles des autres et se concilier intérieurement comme vers l'extérieur nos biens, nos existences,
eh bien, nous serions sans doute plus heureux. Le dernier point, parce que je préfère laisser la parole à d'autres, j'ai été très touché par le fait que le pape François déclare pour l'année qui vient une année avec la figure de Saint Joseph. Joseph comme l'amoureux de Marie, Marie l'amoureuse de Joseph. N'oublions pas cette relation et aussi cette figure du Père, de la discrétion aussi et du silence, de l'homme qui ajuste les choses et qui pourtant n'est pas dans la presse, ni les médias, ni quoi que ce soit, et dans la discrétion de la lumière de Dieu, mais aussi d'une humanité en détresse. Avec Marie, ils sont partis sur la route vers l'ennemi, le peuple d'Égypte, mais c'était pour une conciliation et non pas pour seulement fuir. Et ils l'ont compris peut-être plus tard. En tout cas, pour moi, c'est très marquant, cette affaire du pape François qui nous lance là aussi un appel à travers la figure de Joseph. Et parce que tout à l'heure, quand on se quittera, on priera avec la figure de Notre-Dame de la Route. Pour Ignace de Loyola, Marie, c'est la femme des commencements, c'est la femme aussi qui nous accompagne sur nos routes et qui assure nos pas ou qui parfois les pousse un peu, comme elle l'a fait pour Jésus lui-même. Voilà, mais elle n'était pas seule. Elle a toujours eu à ses côtés ce Joseph que nous pouvons évoquer dans nos propres existences. J'arrête là. Merci Maurice. Il est prévu maintenant que Hervé nous dise quand même un mot rapidement avant d'ouvrir le débat sur les sessions de 2021. Hervé. Alors, très rapidement, on a pu constater un grand désir et beaucoup d'enthousiasme pour que ces sessions prévues en 2020 et qu'on a dû annuler, bien sûr, puissent se vivre en 2021. Alors, les référents qui avaient été choisis pour 2020 sont volontaires pour reprendre le flambeau, donc Delphine et François Hubert pour juillet, Hélène et Patrick Montmessin pour août. Ils se remettent au travail avec tous les orateurs qui avaient été pressentis sont également partants. Donc beaucoup d'enthousiasme et un thème, un fil rouge qui reste le même parce qu'il est plus que jamais d'actualité. Source, héritage, promesse, un monde à engendrer, sur les sites antiques au berceau de la philosophie, sur les traces de Saint Paul, comment sagesse et religion nous inspirent aujourd'hui pour transmettre et oser. Alors, deux mots simplement sur ce qui est devant nous. Évidemment, il y a quelques contraintes là qu'il faut que l'on travaille. Nous pensons qu'il sera possible de vivre avec ces contraintes et donc d'organiser les sessions. Nous souhaitons sentir votre appétit, votre intérêt et je crois qu'Yves va lancer là un sondage pour que vous puissiez dire si vous avez a priori le désir, l'intention de venir en Grèce dès 2021 ou non. Tout le premier trimestre 2021, nous travaillerons en attendant vos déclarations d'intérêt. N'hésitez pas, cela nous soutiendra, cela nous donnera un peu de visibilité sur ce qui est en train de se bâtir. Et c'est à partir du mois d'avril que ces sessions vraiment prendront forme et que les inscriptions deviendront possibles. Voilà, en version brève. Merci Hervé. Écoutez, moi, sans plus tarder, j'avais vraiment envie de rendre grâce pour tout ce que nous avons entendu. Remercier Théodoros de son témoignage, moi, qui m'a beaucoup touché sur sa redécouverte de la Grèce à travers les sessions. Merci à Michel également, des pistes qu'il nous adressait, à Maurice qui continue de nous inspirer avec son souffle que l'on connaît, et puis Hervé aussi avec cette vision qu'il a, son calme, sa détermination pour avancer vers demain.
voilà, donc je ne souhaitais pas en dire davantage et je vais peut-être laisser la parole à Hervé pour introduire maintenant le débat. Voilà, oui, je crois qu'il est temps de prendre vos questions et de pouvoir échanger. Donc, c'est Yves qui va nous aider à les prendre en compte. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Hervé, mais ça va peut-être venir. Alors, par contre, j'ai lancé le sondage et bien sûr, il y a pas mal d'incertitudes, mais il y a, enfin, dans l'état actuel des choses, il y a 46% de participants qui disent oui, on s'inscrirait à une des deux sessions 2021. Non, 11%, et bien sûr, pas mal d'incertitudes qu'on peut évidemment comprendre. 44% sont incertains. Donc, mais ça confirme finalement ce que tu disais sur l'attractivité des sessions et voilà, c'est très encourageant de les organiser. Donc, j'attends les questions. Ça va venir. Alors, il y a des questions qui viennent. Y aura-t-il une intercession organisée sur le premier semestre 2021 ? Hervé, tu peux peut-être répondre. Alors, oui, je vais répondre. Il y a plus qu'une intercession. Il y en a une première qui est organisée le 16 janvier. Elle se tiendra par webinaire parce que nous ne serons pas encore sortis de la période contrainte et le couvre-feu nous empêcherait de toute façon de se retrouver en présentiel au Centre Sèvres. Et donc, ce jour-là, de 17h30 à 19h, Laurence et Gonzague va accueillir Natalia Troulier, qui est journaliste et écrivain. Elle a été responsable de la communication du diocèse de Lyon. Elle a dirigé Noé 3.0, une agence spécialisée dans la communication numérique et l'influence. Et elle vient de publier un manifeste, un livre qui s'appelle « Sortir », qui invite à renouer avec la relation à l'autre, notamment avec le service des corps. Voilà, qu'ils soient malades ou vieillissants. Bon, je n'en dis pas plus. C'est très actuel, je pense que ce sera très intéressant. Et donc, le 16 à 17h30 par webinaire. On aura ensuite une intercession qu'on espère en présentiel en mars. Je crois que c'est le 20 mars de mémoire. Je n'ai pas vérifié la date. Au Centre Sèvres. Et puis, nous avons un grand désir de vivre l'anniversaire des 10 ans tel qu'il avait été préparé, tel qu'il a malheureusement dû être reporté déjà 2 fois. Et cet anniversaire, on le positionne à la place de la dernière intercession, c'est-à-dire le week-end des 12 et 13 juin à Paris, au Centre Sèvres. Et donc, nous voudrions pouvoir largement nous rassembler pour célébrer, faire la fête et également reprendre de façon peut-être davantage partagée ce mouvement de relecture des 10 ans vécus et d'ouverture vers un avenir dont on est persuadé qu'il va être riche et toujours bienfaisant. Mais voilà, on a envie de le vivre, de le partager, et ce sera les 12 et 13 juin prochains au Centre Sèvres. Bien, alors il y a une question pour Maurice ou Michel. Comment pourrait-on travailler sur la figure de Joseph dans le cadre de Socrate Saint-Paul ? Puisque c'est moi qui ai lancé Joseph, je m'excuse de rajouter encore un personnage dans le paysage, mais c'est pas moi, c'est vraiment François, enfin le pape. J'en sais rien, je crois qu'il faut réfléchir.
et puis nous laisser, voilà, nous laisser interroger. Mais je pense quand même qu'il y a des enjeux autour de la paternité aujourd'hui, paternité, conjugalité, fraternité. Et voilà. Et puis l'autre aspect, c'est, je crois aussi, qui moi me parle beaucoup, c'est la discrétion, le silence, la longue durée dans laquelle s'inscrit Joseph du côté du judaïsme, comme Marie d'ailleurs, mais autrement. Et cette complémentarité ou alors cette altérité, cette différence des genres qui reste source de bonté, je dirais, on le présente souvent comme ça, Joseph, mais aussi comme l'homme des questions. Il y a eu plusieurs annonciations autour de Marie et de Joseph. Il a fallu plusieurs annonciations, je dirais, sur leur route pour qu'ils se laissent guider par l'Esprit, et c'est pareil pour Jésus. Enfin, voilà, on pourrait prendre aussi cet aspect-là. Je m'arrête. Une question pour toi, Hervé. Peux-tu nous donner les dates des sessions d'été? Ah oui, alors c'est effectivement un point important. Je pense sur le site, mais Alors ces dates sont sur le site. La session de juillet, qui était traditionnellement mi-juillet, aura lieu cette année, la dernière semaine de juillet, hein, de façon à se libérer des contraintes, notamment liées au camp scout des enfants, aux examens qui durent jusqu'à la moitié du mois, etc. Donc, je crois que c'est du samedi 24 juillet au 1er août, hein, pour la session de juillet, et la session d'août enchaîne du samedi 7 au dimanche 15. alors, autre question pratique, Hervé. Y aura-t-il une session en novembre à Athènes? Je ne pense pas, réponse de Maurice, mais sauf si Hervé veut la coordonner. C'est pas prévu à ce stade, en tout cas. Ceci n'est pas une question, c'est Catherine Fauvet qui fait une remarque, mais qui tient, mais je pense qu'on peut tous s'associer à remercier Théodoros. Et je dois dire qu'on est ravis que Théodoros s'organise pour être avec nous cet été, également avec Jacek et Catherine. Donc ça nous promet une transition douce, si je puis dire. Je crois, Hervé, qu'on peut annoncer aussi à Théodoros pour le faire savoir à la communauté, à Pierre aussi, et peut-être à Jacek et Catherine, qu'on envisage de venir à 3, 4 ou 5, enfin l'équivalent d'une voiture, entre le 10 et le 17 mai. Voilà. D'accord. OK. Travailler ensemble à ces sessions d'été. Oui. Pour préparer tout ça sur le terrain. Répète-moi la semaine, la date. Hervé, je ne me trompe pas, c'est du 10 Oui, au 17 mai. 10, 17 ouais. mai. OK. Une question, je pense, pour Maurice. Qu'en sera-t-il de Tinos? Tinos, c'est une île qui ne flotte pas, qui est très stable, mais qui, pour moi, d'abord et pour la compagnie, fait l'objet d'un discernement pour l'avenir. Cet été, je ne proposerai pas, avec Nathalie, qui nous a beaucoup aidés, il faut la remercier, je suis sûr qu'elle est en ligne, pendant plus de 5 ans, à coordonner des séjours après les sessions. Cette année, nous n'allons pas prévoir ça pour alléger un peu la charge et la marche, aussi parce qu'il y a un discernement à faire pour la communauté jésuite d'Athènes et de Grèce, en lien avec la province jésuite, concernant l'avenir de nos maisons. Donc, peut-être qu'on annoncera la possibilité pour certains. De toute façon, tout le monde est libre d'aller à Tinos et de louer et d'habiter quelque part, mais il n'y aura pas d'accueil d'animation.
il faut peut-être ajouter que la compagnie a toujours la maison au village de Loutra, mais la compagnie a cédé le pèlerinage à l'évêché parce qu'on ne pouvait pas continuer à soutenir et à servir ces lieux. Donc, l'évêque a commencé donc, à prendre les lieux et à, à organiser le fonctionnement du pèlerinage avec d'autres personnes. C'est-à-dire Aix-en-Bourgau, pour ceux qui connaissent. Aix-en-Bourgau, oui, voilà, c'est ça, le Sacré-Cœur. Voilà, pour l'instant, pas d'autres questions. Comme c'était au dossier de l'écran, il n'y avait pas d'autres questions au standard. Ah, là, tu en as une qui arrive. Donc, c'est plutôt une remarque. La question de la laïcité me semble très sensible en tant que citoyenne française et en tant que chrétienne. Peut-être Michel. Michel, tu peux commenter un peu pour la laïcité, oui. Oui, il me semble que la question du rapport de l'Église et de l'État est une question qui se pose de façon cruciale pour la Grèce et pour la France, mais de manière extrêmement différente, pour des raisons très, très différentes. En France, bon, c'est toutes les questions liées à la laïcité, les évolutions de la conception de la laïcité, voilà. En Grèce, Théodoros le dirait beaucoup mieux que moi, mais il me semble que le problème du rapport de l'orthodoxie à la nation est un problème extrêmement sensible, extrêmement difficile d'ailleurs. Et il me semble que cette altérité même, cette différence même, peut être très intéressante à explorer. Peut-être prendre une plus claire conscience de la manière dont le problème se pose en Grèce peut nous aider, par écart ou par contraste, à mieux saisir les difficultés, les caractéristiques de notre propre situation en France ou plus largement dans des pays d'Europe. Moi, je voudrais dire un mot. On m'entend là ou pas? Oui, oui, oui. Je ne voudrais pas spécialement parler de la laïcité, mais je voudrais peut-être, si on peut partager un tout petit peu là-dessus, évoquer combien personnellement les sessions m'aident, moi, et m'aident dans ma situation d'aujourd'hui encore. Je suis dans les Hauts-de-France, entre Ouistreham, Calais et Dunkerque, au contact de beaucoup de gens, acteurs d'abord de réfugiés ou d'exilés, mais aussi d'acteurs divers et variés qui sont fatigués. Il y a beaucoup d'usure, je trouve, dans les associations humanitaires, dans les églises aussi, pour assumer les difficultés de notre temps et anticiper, pas seulement assumer, être en prise, parce que bon, la mode, c'est beaucoup le lâcher-prise aujourd'hui, je le comprends pour une part. Enfin, il faut aussi s'entraider à être en prise. Et les sessions, moi, m'aident à être en prise de façon, comment dire ça, le plus calme possible et non pas agité. Peut-être que je parais agité à certains, mais je ne crois pas l'être tant que ça. Je suis souvent à l'écoute en ce moment donc, de cette fatigue, de cette usure, de cette inquiétude. Je sens dans le Secours catholique, par exemple, sur les Hauts-de-France, qu'il y a des enjeux de, comment dire ça, de ressourcer les personnes. Et je suis confirmé, je suis même appelé à traduire Socrate Saint-Paul en situation. Je ne sais pas si vous vivez des choses équivalentes. Je vous renvoie à cette question. Par rapport à des personnes qui n'ont pas les ressources que nous avons eu la chance de recevoir, qui ne lisent plus ou qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les conditions pour le faire, ou qui ne sont pas aidés par une méthode. Et ce que j'aime à Hinoï, dans ce que nous vivons, c'est qu'on a, une manière de faire. Ignace appelle ça une manière de procéder. Saint Ignace, les exercices, ce n'est pas seulement le discernement, enfin, dont on fait un grand drapeau, c'est aussi une manière de procéder. Et ça, je crois
on nous le demande beaucoup, quoi. On nous demande beaucoup de l'offrir. Je ne sais pas, je vous renvoie la question. On ne va peut-être pas répondre aujourd'hui et réouvrir le débat à quelques minutes de la conclusion. Maurice, j'ai vu qu'il y avait… Encore une question intéressante. J'avais deux remarques. Il y a une admiratrice, Yves, qui te dit que tu sors du champ de la caméra et qu'on ne voit que Maurice. Ah oui, mais c'est normal, c'est Maurice. Je ne suis que le… Tu es dedans aussi. Non, oui, il y a des règles de distanciation aussi, faites attention. Hein. Oui. Voilà. J'ai une question aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, Yves. Est-ce que les Grecs anciens pourraient nous éclairer sur le rôle de la femme? Oui, ben, j'allais la poser. D'accord. Alors, ça, c'est Michel. Oui, je peux dire un petit mot. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, c'est une question complexe, hein, parce qu'il y a, de façon générale, dans l'Antiquité, un préjugé culturel, l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Mais c'est d'autant plus intéressant de voir comment émergent dans cette tradition grecque ancienne de très grandes figures de femmes à travers la littérature, hein, que l'on pense à Andromaque, par exemple, dans l'Iliade, ou chez Euripide, ou que l'on pense à Antigone chez Sophocle, ou à Iphigénie également chez Euripide. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer. Et puis, sur ce front, eh bien, il faudrait réfléchir sur la manière dont Paul, précisément, essaye de faire franchir des pas supplémentaires avec son idée fondamentale que en Christ, il n'y a pas l'homme et la femme, mais que l'un et l'autre sont un dans le Christ. Voilà. Alors évidemment, il faudra du temps pour que ça puisse imprégner les structures sociales, les représentations culturelles. N'empêche qu'un ferment, une nouveauté est posée à travers ce texte de Paul. Il n'y a plus l'homme et la femme. C'est-à-dire que la différence n'est plus lieu de prétexte à séparation ou à jalousie ou à domination de l'un sur l'autre. Donc, il y aurait des pistes à explorer. Il y a une remarque d'Isabelle qui remarque que Michel, tu as évoqué le thème de la pandémie et des questions soulevées, de la crise de confiance qu'elle pose, et qui Isabelle dit qu'il serait intéressant d'en parler pendant les sessions. Michel, Maurice Michel peut-être, enfin, je préfère laisser la parole. Oui. Ou Théodoros. C'est-à-dire, oui, moi, je pense, enfin, nous redécouvrons que les épidémies, ça existe. Voilà. Les épidémies, il y en a eu quand même beaucoup dans l'histoire. J'évoquais tout à l'heure l'épidémie de la peste à Athènes, bon, qui était quand même très meurtrière au 5e siècle, sous Périclès. À l'époque des pères de l'Église, l'évêque de Carthage, Cyprien, parle des épidémies qui se passent à une certaine époque et de la manière dont les chrétiens doivent se situer dans ce contexte d'épidémie. Donc, il y aurait sûrement des choses à chercher, mais moi je dirais de toute façon, nous sommes tous marqués par la pandémie actuelle et je ne vois pas comment la question, la préoccupation, les préoccupations liées à la pandémie ne pourraient pas d'une façon ou d'une autre retentir sur les échanges que nous avons dans le cadre de Socrate Saint-Paul. Mais peut-être que Maurice peut compléter. C'est ça qui me vient à l'esprit. Non, je préfère te laisser le dernier mot là-dessus. Par contre, on a une question amusante, très sérieuse, j'ai l'impression, de Michel Lepère. Combien de femmes dans les responsables de Socrate Saint-Paul? Alors, c'est vrai que sur cet écran, nous nous présentons comme des machos, nous ne sommes que des hommes, mais sachez que dans le CA, dans le conseil d'administration, on est 12, 6 femmes et 6 hommes. Oui. Et pas n'importe quelle femme. Elles sont tout aussi actives que certains hommes. C'est peut-être pas suffisant comme réponse, mais il reste qu'on est soucieux, bien sûr, d'être… Maurice, c'est un excellent taux. Hein. Dans les entreprises, la règle, c'est de tangenter les 30 ou 40%, et on a du mal. Donc, moitié-moitié, c'est pas mal. Il y a une question sur les questions pratiques sur le déroulement d'Inoï.
en 2 ou 3 points, comment voyez-vous les contraintes nouvelles à Hinoï dans ce contexte sanitaire par exemple, c'est une question ouverte, une obligation de se faire vacciner, par exemple. Oui. Alors, je ne sais pas si Théodoros veut prendre la parole sur le sujet. Je dirais que ce sont des points qu'on a prévu de travailler dès le début de l'année prochaine, justement pour avoir les idées aussi claires que possible à la fin du premier trimestre, hein, comme j'évoquais tout à l'heure, et donc au moment où on lancera les inscriptions. Bon, ce qui est clair, c'est que on a appris, on apprend à vivre avec des contraintes et avec le virus, et que ça, bon, c'est une réalité dont on n'a pas fait le tour pour l'été prochain encore. Hein. Donc, laissez-nous... Sans doute, il y aura des choses à voir et à évaluer, c'est-à-dire le nombre de participants. Il faut réfléchir. Et être vacciné, sans doute, il faut... Oui, je pense que ce sera une chose importante. J'espère que tout le monde sera vacciné jusqu'à ce moment-là, enfin, en 6 mois devant nous. Et, oui, sans doute, les questions sanitaires, oui, il faut reprendre cette question et voir donc avec attention tout cela. Oui. Mais c'est tôt encore pour avoir une idée là-dessus. Mais il faudra y réfléchir sans doute. Oui. Question. Est-ce qu'il y a une question? Non, c'est plutôt une... Alors, oui, question, peut-être Hervé, tu peux y répondre. Qui seront les intervenants et quelles seront... Alors, les orientations, je crois que tu les as données tout à l'heure, mais qui seront les intervenants aux sessions? Est-ce que on peut répondre à cette question? Oui, on peut répondre. Maurice, je te laisse répondre. Bon, alors, je vais peut-être me tromper un peu sur juillet et août, vous me corrigerez, mais ce que je sais, c'est que il y a 3 jésuites concernés, le père Paul Valadier, qui, avec son âge et non pas malgré son âge, vient et sa vivacité habituelle. Jacques Scheuer, jésuite spécialiste de l'hindouisme et du bouddhisme, qui enseigne souvent au Centre Sèvres et ailleurs, et qui revient, enfin il vient aussi, et il a déjà pas mal préparé de choses. Il y aura aussi Michel Bazinet, jésuite, spécialiste de l'islam, qui est responsable à la Grégorienne à Rome du service interreligieux, disons. Donc voilà pour les 3 jésuites. Catherine Schmetzer est partante, Théodoros donc, Pierre Salambier, moi-même, nous serons présents. Voilà du côté jésuite. Du côté, il y aura aussi Ioannis, un jeune anthropologue grec avec nous. Georges Prévelakis et Marie seront intervenants sans doute aussi avec nous. Georges Prévelakis aujourd'hui représente la Grèce à l'OCDE. Et est-ce que j'oublie quelqu'un, Hervé? Oui, tu oublies Véronique. Oh, pardon, Véronique Westerlop, qui est... Pour la session d'août. Oui. Pardon? Pour la session d'août. Pour la session du mois d'août, oui, qui est exégète bibliste. Marc Rastrein. Voilà, Marc Rastrein. Ah, pardon, j'avais zappé Marc Rastrein. Je ne savais pas aussi qu'il était dans l'équipe déjà. Voilà. Il y a la question du thème. Je crois qu'on peut peut-être le répéter, Hervé, le thème des sessions qui est inchangé par rapport à 2020. Voilà. Source, héritage, promesse, un monde à engendrer, point d'interrogation. Sur les sites antiques, au berceau de la philosophie, sur les traces de saint Paul, comment sagesse et religion
nous inspire aujourd'hui pour transmettre et oser? C'est moi qui dois conclure. On va peut-être conclure. Oui, Hein. conclure, oui. Voilà. Oui. On avait voulu que chacun des intervenants dise un tout petit mot et que je termine par une prière. Donc, Hervé, vas-y. Alors, moi, je dirais simplement que lorsqu'on a préparé ce webinaire et défini le thème des promesses à tenir, je me suis dit, mais est-ce qu'Éric m'a caché des choses là, en reprenant qu'est-ce que sont ces promesses à tenir? Et puis j'ai réalisé progressivement en partageant et en préparant là que c'est d'abord un thème pour le Seigneur qui tient sa promesse de vie surabondante et nous comble de ses bienfaits à Hinoï. Voilà, et nous sommes au service de ce projet-là et nous croyons que cela nous sera toujours redonné. En tout cas, nous en avons le grand désir. Michel. Je dirais juste un point dont j'ai très peu parlé tout à l'heure, mais qui est pour moi très important, c'est la question des relations avec l'orthodoxie. Voilà. Je rappelle que dans la plupart des sessions qui ont eu lieu, peut-être même toutes les sessions, il y a toujours eu la rencontre d'un monastère orthodoxe dont le nom m'échappe actuellement, près de Oinoy. Voilà. Et je trouve Agios Meletios. Voilà. Agios Meletios. Voilà. Merci, Théodros. Et je trouve que c'est important d'avoir présent à l'esprit cette question. Enfin, il y a quand même, on est quand même dans une situation complètement normale, hein, d'être chrétien séparé. Alors, il y a des progrès qui ont été faits, heureusement, depuis quelques décennies, mais malgré tout, nous ne sommes pas encore dans la pleine communion. Et je pense que pour moi, c'est aussi un enjeu, et ce n'est pas le moindre, de Socrate Saint-Paul, c'est de pouvoir aussi faire droit à cette dimension des relations avec l'orthodoxie dans la perspective de la communion à laquelle nous espérons, si possible, pour 2054. Ce sera juste un millénaire après la division. Théodoros, je te laisse. Voilà, moi, je veux exprimer le souhait que Hinoï, après cette année en congélateur, reprenne son rôle de lieu de réunion et de formation et de communion comme auparavant. Voilà. Merci à vous. Moi, je voudrais remercier pour la confiance qui nous est faite et qu'on ressent beaucoup chaque fois qu'on se réunit pour inventer quelque chose, les pas suivants. Et je souhaite à chacun de faire des pas avec l'assurance de cette communion en marchant qui est la nôtre et que je ressens moi-même là où je suis. Je souhaite aussi qu'on ait du goût à penser et aimer et servir la Grèce où que nous soyons. Et qu'on ait aussi du goût à partager et à appeler autour de nous de façon large pour venir participer à ces formations qui ne sont pas que des formations, qui sont aussi des lieux de conciliation, comme l'a dit si bien et l'a pratiqué si bien Hervé. Je voudrais aussi remercier beaucoup Éric, qui reviendra sur nos écrans. Il n'est pas absent, et même s'il passe le relais, parce que pendant 5 ans et plus, on a vécu en compagnon de route et c'est plein de promesses, ça aussi. Voilà. Yves? Non, mais moi, simplement, je remercie tous les participants. On était presque 80 et avec des questions, des remarques, et j'espère que bientôt on pourra se voir d'une façon différente et que
ce projet qu'on a va continuer et notamment à travers les sessions de cet été. Merci Yves. Moi, je voudrais rendre grâce de ce compagnonnage, comme tu dis, Maurice, que nous avons eu ensemble, toi, moi, mais aussi tous les autres. Et je pense bien évidemment à Cécile, qui a été au cœur de l'action de Socrate Saint-Paul, de Didier, d'Olivier, comme je l'ai dit, et de toi. Voilà, donc, et puis de tous les autres que je ne pense pas citer. Il ne faut pas oublier non plus, on a rapidement et trop rapidement cité tout à l'heure Laurent du Noyer de Ségonzague, hein, qui continue à animer vaillamment les intercessions, hein, et qui organise ces rendez-vous et qui reste fidèle à la barre. Voilà, donc juste pour terminer, comme pour rendre grâce, j'avais envie de vous lire une des deux prières qui terminent Fratelli Tutti, dont a parlé Maurice. Alors, il y a deux prières écrites par le pape lui-même, une sur l'esprit fraternel et une plus sur l'amour fraternel. J'ai envie de terminer par la dernière prière, les derniers mots, hein, de la lettre encyclique, qui est la prière sur l'amour fraternel. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Tu nous fais dire au revoir. Ben, merci Eric et au revoir à tous. Bonne soirée et bonne avancée vers Noël. Oui. Et à très vite. Au revoir à tous. Au revoir. Et merci aux 79 participants. Oui. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Continue. Voilà.